Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans ce cours de français. Alors ici, nous allons parler de l'autobiographie. Et pour cela, ce cours va se diviser en 3 parties. La première, définition. La deuxième, nous allons voir certaines autobiographies. Et troisième partie qui sera pour une prochaine vidéo ou alors lors d'un cours en présentiel, qui portera sur Anne Frank. Donc tout d'abord, définition des termes du sujet, à savoir écriture autobiographique. Je ne sais plus si on l'a fait, mais auquel cas, ça vous fera un petit rappel. Alors, écriture. Donc vous pouvez écrire manière d'exprimer sa pensée par l'écrit, virgule, le son, virgule, l'image, virgule, 3 points de suspension. Voilà, une écriture, c'est très simple, c'est une manière, donc, comme je vous le dis, de vous exprimer, de dire quelque chose, de dire ce que vous pensez. Donc soit par un son, soit par une image, ou soit voilà, par l'écrit. Donc comme on a vu par exemple, vous voyez avec les Égyptiens quand ils faisaient leurs petits dessins, voilà, c'était une forme d'expression. Ils parlaient. Pareil pour des peintures. Des peintures, justement, ça va être une forme d'expression. Le peintre va vouloir dire quelque chose à travers son image. Pareil pour un son. Pour une musique, quelqu'un va vouloir justement faire passer un message à travers une musique. Et l'écrit, bon, bah, on n'en parle même pas. Autobiographique. Autobiographique est un mot qui se divise en 3. Mais là, pour le besoin de la définition, on va le diviser qu'en 2. Vous pouvez écrire, entre guillemets, auto signifie soi-même et, entre guillemets, biographique, fait référence à la narration de la vie d'une personne. Point. Donc vous voyez ici, le mot se divise en 2, mais on peut le diviser en 3. Auto, soi-même, bio, bio qui est la vie, biologie, l'étude de la vie, et graphique, graphique qui en latin veut dire écriture. Oui, c'est important le latin. Donc voilà pour ce qui est la définition des termes du sujet, qui est important en soi. En deuxième partie, donc, nous allons voir des autobiographies, à travers 3 documents. Donc ces documents sont les suivants, à savoir le premier. Donc toujours important de faire dans votre tête le dense. Date, auteur, nature, sujet. Donc la date du document 1, nous sommes en 1974. L'auteur est Marguerite Yourcenar. La nature, c'est un extrait. C'est important, hein. Pas mettre, oui c'est un roman. Non, c'est un extrait, une partie, un extrait du roman Souvenir pieux. Toujours important de préciser quel roman, parce que si vous dites ouais c'est l'extrait d'un roman, allez, démerde-toi avec ça. Non, il faut préciser quel roman. À savoir là c'est Souvenir pieux. Et le sujet, eh bien tout simplement la naissance de Marguerite Yourcenar. Je vous les lis pas, hein, je vous les laisse lire. Si vous avez des questions, s'il y a des mots que vous comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des parties que vous n'avez pas compris, pareil, n'hésitez pas à me le demander. Je vous ferai un audio pour expliquer. Document 2. Document 2, Marcel Pagnol. Alors, donc la date, nous sommes en 1957. L'auteur est Marcel Pagnol. La nature, nous sommes sur l'extrait d'un roman, La gloire de mon père. Et le sujet, c'est tout simplement l'histoire de l'enfance de Marcel Pagnol. Marcel Pagnol qui est un auteur connu dans le sud de la France. Et enfin, le document 3. Donc la date, nous sommes en 2012, donc quelque chose d'assez récent. L'auteur, c'est Georges Pendel. La nature, pareil, toujours l'extrait d'un roman, l'autobiographie de la mort. Et le sujet, eh bien c'est justement
l'histoire, là en l'occurrence. Alors oui, quand je vous dis de mettre le sujet, c'est le sujet de l'extrait. Je ne vais pas vous demander le sujet du roman, si vous ne le connaissez pas, mais du moins le sujet de l'extrait. Et là, en l'occurrence, nous avons l'enfance de la mort. Oui, la mort avec un grand M. Oui, ça c'est spécial, vous verrez à lire, c'est original. Alors, maintenant nous allons passer donc à ce tableau. Donc ce tableau qui va nous servir justement à comprendre ce qu'est une autobiographie. Alors, lieu et date de l'extrait. Donc pour le premier document, donc Marguerite Yourcenar, vous pouvez écrire le document 1 ou le doc 1. Le doc 1 fait référence à la ville de Bruxelles en Belgique le, entre guillemets, 8 juin 1903, fermez les guillemets. Là, vous voyez, il est important de constater que dans ce document, on nous précise vraiment où se situe l'action et à quel moment. Donc à Bruxelles, le 8 juin. Et vous voyez, on a même la rue dans ce document. C'est dire si c'est vraiment précis. A l'inverse, par contre, pour Marcel Pagnol, nous n'avons que la situation géographique, que le lieu de préciser. Vraiment préciser. Par contre, la date est beaucoup plus floue, beaucoup plus subtile. C'est-à-dire, on ne nous dit pas, ouais, c'est telle date, le 8 juin 1903, paf, à telle heure. Non, là, on nous donne une figure de style, justement, une métaphore, pour nous faire comprendre à quelle époque ça se passe. Donc, vous pouvez écrire, le doc 2 se situe à Aubagne, c'est dans le texte, hein, et reste environ dans la même période, donc Marguerite Yourcenar, hein, entre parenthèses, les derniers chevriers. Alors oui, dernier chevrier, entre parenthèses, entre guillemets, hein, c'est une citation du texte. Point final. Donc vous voyez, on a la situation géographique à Aubagne, donc Aubagne qui se situe dans le sud de la France, qui est une très belle ville, hein, je vous conseille, voilà, c'est une petite ville de campagne, bon il fait chaud donc c'est pourri, mais bon c'est joli. Bref, et il y a les santons, vous savez les petites figurines là, qu'on met dans les crèches, voilà, ça vient de Aubagne, justement. Alors, la période, les derniers chevriers. Vous voyez, c'est pas précis du tout, hein. Et surtout, il faut avoir un peu de culture, ou alors voir Google aussi, c'est pas mal. Pour savoir, par exemple, ce qu'est un chevrier. Donc, un chevrier, c'est un petit peu l'équivalent du berger, mais pour les chèvres. Nous sommes chevriers. Et les derniers chevriers, il faut savoir que les chevriers, ils ont à peu près disparu, enfin, du moins, la fonction de chevrier a disparu au début du XXe siècle. Vous voyez quand même, on a une indication assez floue. Et ensuite, nous avons donc le document 3, la mort. Alors, le lieu, ici, nous sommes en enfer. Enfin, pardon, vous pouvez écrire. Le doc 3 est en enfer. Alors, attention, enfer avec un E majuscule, parce qu'on parle vraiment du lieu biblique, l'enfer. On parle pas, vous voyez, oh, cet endroit c'est vraiment un enfer. Non, là on parle de l'enfer. Vraiment, the enfer. Ouais, avec le E majuscule. Alors, le doc 3 est en enfer, et là vous pouvez écrire entre guillemets, à l'aube de la création. Création avec un C majuscule. Fermez les guillemets, fermez. Point. Pardon, point. Donc on est en enfer, et plus précisément à l'aube de la création. C'est-à-dire à l'aube de la création avec un C majuscule. C'est-à-dire c'est pas avec les deux pignoufs là dans Ève. Non, non, non. On est avant. Vraiment la création. Quand Dieu il a créé tout ce qui est ange, il a créé le péché, le diable, et on est, vous voyez, ça a commencé déjà. Il y a déjà des anges, on nous en parle. Il y a déjà Satan qui a déjà bien vécu puisqu'il a donné un fils, et péché aussi. Donc vous voyez déjà le décor est un peu installé de la création. Donc la création, c'est ce que Dieu a fait dans la Bible.
C'est-à-dire, voilà, il a d'abord créé les anges, il a ensuite créé tout ce qui est diable, compagnie, enfin, voilà, les enfers, justement. Et là, vous voyez, on est vraiment à l'aube de création, puisque la mort vient de naître. La mort, c'est quand même quelque chose d'important. Un petit peu. Donc vous voyez quelque chose d'assez important dans cette création, justement, de Dieu. Puisqu'ensuite, après la mort, justement, va venir les humains qui vont mourir. Et là, va avoir son importance. Voilà, donc vous voyez, lieu et date de l'extrait. Donc on n'a pas toujours des indications précises. Il faut parfois aller chercher dans le texte qu'est-ce qui peut nous indiquer le lieu ou la date. Et vous voyez, vous verrez pour Anne Frank, ça sera beaucoup plus simple parce qu'elle nous dit à chaque fois, voilà, c'est tel jour, à tel endroit. Alors, les personnages présents dans l'extrait. Donc, vous pouvez écrire pour le document 1. Bon, je vais marquer MY pour Marguerite Yourcenar, mais vous pouvez marquer Marguerite Yourcenar. Parle de ses parents, c'est les siens, donc SES, ses parents de façon sobre, sans détail. Alors, vous voyez ici, on a une description des parents le plus sobre possible, c'est-à-dire aucun détail. Alors on ne dit pas, oui, mon papa, il avait les cheveux de telle façon, il avait des lunettes, non, c'est mon père, c'est ma mère, voilà, c'est tout. Elle va pas plus loin. À la différence, avec Marcel Pagnol, là on va avoir quelque chose de beaucoup plus fourni. Donc vous pouvez écrire, en petit, Marcel Pagnol présente en détail son père avec affection et tendresse. Point. Sa mère est beaucoup moins présente ici, virgule. On peut donc supposer que Marcel Pagnol était plus attaché à son père. Alors vous voyez justement ici, Marcel Pagnol, il présente vraiment son père. Il va y aller par les détails, aussi bien par le nez que par les lunettes. Et on sent vraiment qu'il y a de l'amour envers son père, justement. Sa mère est moins décrite, donc on pourrait supposer que justement il est plus attaché à son père. Bon, en réalité, il est aussi bien attaché à sa mère qu'à son père. Mais vous voyez, juste avec cet extrait, on peut supposer. Vous n'auriez pas tort si vous le disiez ça. Et là, vous voyez, à l'inverse de justement Marguerite Yourcenar qui nous dressait aucun portrait de son père et sa mère, là, on a vraiment quelque chose de beaucoup plus poussé. En ce qui concerne la troisième case, donc nous allons parler de la mort et de deux autres personnages, à savoir Péché, la mère, et le diable, le père, qui est aussi le grand-père, parce qu'il a couché avec sa fille. Ouais, c'est compliqué, mais bon. Regarde la mythologie grecque, c'est encore pire. Alors, en ce qui concerne la mort, justement, les personnages évoqués, donc comme je viens de vous le dire, sont la mère et le père, mais les deux sont décrits de manière différente. Alors, ici, on voit très clairement la différence entre qui est aimé et qui n'est pas aimé. Autant, vous voyez, pour, par exemple, Marguerite Yourcenar, c'était assez sobre, donc bon, on savait pas trop. Pour Marcel Pagnol, on pouvait supposer que c'était le père. Bon, il disait pas grand-chose sur la mère, donc ça voulait pas dire qu'il ne l'aimait pas, ni qu'il l'aimait particulièrement. Vous pouvez supposer. Là, par contre, c'est très clair. On sait qui l'aime pas. Alors, quand on lit une première fois l'extrait, on pourrait penser qu'il en veut à sa mère. Parce que quand même, il ne la décrit pas de manière très glorieuse. Comme on voit, voilà, il la décrit parfois, voilà, n'ayant plus d'orbite ou alors vomissant, voilà, sa bile. Vous savez, le vomi qui veut pas sortir, voilà, c'est terrible. Vous voyez, la description est vraiment peu glorieuse. Et pourtant, et oui, et pourtant, dans cette description peu flatteuse, on peut remarquer quand même une certaine affection. Alors, je m'explique parce que oui, ça peut paraître étrange, mais notamment avec cette phrase que j'adore,
Un parfum entêtant de pourriture, pour moi si familier, flottait autour d'elle. C'était maman. Alors, vous voyez, cette phrase est très intéressante parce que déjà, nous avons un parfum. Il aurait pu dire une odeur, mais non, un parfum. Or, le mot parfum, justement, désigne une odeur assez... pas confortable, assez plaisante. Un parfum entêtant de pourriture. Alors la pourriture, on est d'accord, c'est pas très élogieux. La pourriture, vous voyez, c'est quelque chose qui pourrit, qui est sale, voilà, qui pue, qui schlingue, franchement. Et là, c'est pour ça qu'en fait, on a une construction paradoxale, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un parfum, quelque chose qui sent bon, et d'un côté la pourriture. Donc en somme, c'est quelque chose qui sent bon la pourriture. Vous voyez justement le contraste. Alors, et du coup, flotter autour d'elle. Vous voyez, flotter. Flotter, c'est... Vous voyez, il y a une certaine douceur, justement. Donc, un parfum entêtant de pourriture flottait autour d'elle. Et là, très important, il dit « c'était maman ». Il dit pas ouais, c'était ma génitrice » ou alors « c'était ma mère ». Non, c'était maman. Vous voyez, une sorte d'affection, de tendresse de sa part, justement. Bon, même si avant il parle des écrans étincelants entre ses babines, ses orbites vides, une pâleur maladive, c'est-à-dire qu'elle est très blanche, justement, voire cadavre. Eh ben non, c'était maman. Voilà, vous voyez, il y a cette petite affection toute mignonne. Et par contre, le père, lui, voilà, c'est zéro. C'est-à-dire qu'en fait, il est vraiment décrit comme étant un père absent. Et justement, enfin voilà, papa n'était jamais là. De nos jours, il serait qualifié de père démissionnaire. Vous voyez vraiment, voilà, ici, il nous est décrit de manière très, voilà, très discrète, justement en faisant reflet de cet absentéisme, de l'absence du diable, qui est son père. Donc, vous pouvez écrire. Ah, voilà. La mort, attention avec une majuscule, hein, la mort dresse un portrait tendre de sa mère, point. En revanche, son père est évoqué comme un père absent, point final. Alors, là, vous voyez, on pourrait le faire. C'est-à-dire que à la suite, vous voyez, la mort dresse un portrait tendre de sa mère. On pourrait rajouter comment on peut le voir dans la citation que je vous ai dit, le parfum entêtant de pourriture. C'était maman, qui montre vraiment que voilà, il y a un aspect tendre. Alors après, vous avez une question. À partir de ces deux questions, quelles observations pouvez-vous faire sur la base d'une autobiographie? Alors je vous laisse réfléchir, justement, regardez bien par rapport à ce qu'on a vu, justement, comment est-ce qu'on peut qualifier une autobiographie? Comment est-ce qu'on reconnaît une autobiographie? Alors, vous pouvez écrire, j'expliquerai après, l'autobiographie, dans ces 3 extraits, pose un cadre familial structuré autour d'un lieu et d'une époque. Point. De plus, on remarque la présence de la première personne du singulier. Point. Point final. Ouais. Donc vous voyez ici, on a le plus important, le cadre familial, c'est-à-dire qu'on va vraiment structurer l'autobiographie autour d'un cadre. Vous voyez, on met un lieu, on met une époque, voilà, on sait à peu près où la personne va se décrire. Et surtout, on a un cadre familial, donc un cadre familial, c'est quand même quelque chose d'intime. On parle de la famille, voilà, c'est intime, c'est dans le cœur. Et voilà, donc vous voyez, il pose déjà un cadre.
Et ensuite, on remarque, donc là c'est vraiment grammatical, on remarque la présence de la première personne du singulier. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller à la première personne, je. Et on va avoir aussi toutes ses pensées, on va comprendre, voilà. Et voilà, donc c'est ça vraiment une autobiographie, c'est raconter sa vie avec la première personne du singulier. Alors, par contre, je voulais revenir sur quelque chose. Attendez. Oui, à une exception près, et justement on va pouvoir le marquer à la suite dans cette question. Parmi les trois, il y en a une qui est une fausse autobiographie. Bon, je suppose que vous l'avez deviné, hein. C'est l'autobiographie de la mort. Parce que dernière nouvelle, la mort n'a pas trop fait son autobiographie. Bon, après, je ne connais pas George Pendle, hein, personnellement, hein, mais bon. Voilà, j'ai rarement vu la mort ces derniers temps. C'est. Ouais, non. Non, bon. Même si les bars ont réouvert, non, pas venu boire un coup. Enfin, j'espère. Bon, parce que bon. Bref. Mais, justement, George Pendle, en fait, pour la petite anecdote, il s'ennuyait. Il s'ennuyait un peu ferme, il voulait faire une autobiographie, mais le problème c'est qu'il disait, ouais, bon, bah en fait, j'ai une vie banale, j'ai rien passé dans ma vie qui puisse, voilà, waouh, épater les gens. Donc il s'est dit, bah tiens, je vais trouver quelqu'un et je vais décrire sa vie, parce qu'elle a l'air passionnante. Bon, il a trouvé la mort. Ouais. Enfin, il a trouvé la mort, il a trouvé... Non, il a pas trouvé la mort, il est pas mort, mais il a trouvé le personnage de la mort. Très compliqué. Et justement, il va décrire donc ce personnage qui est la mort en se faisant passer pour elle. Enfin, pour lui. Parce que la mort, là, elle est masculin. Ouais, c'est l'histoire. Donc, vous pouvez écrire à la suite. Cependant, l'autobiographie de la mort n'est pas une véritable autobiographie, car le narrateur n'est pas l'auteur. Point final. C'est-à-dire que justement le narrateur, celui qui raconte l'histoire, n'est pas l'auteur. Or, dans une autobiographie, les deux fusionnent. Marguerite Yourcenar, elle raconte sa vie. C'est elle qui raconte. Marcel Pagnol, c'est pareil, c'est lui qui raconte sa vie. Là, l'autobiographie de la mort, c'est pas la mort qui raconte, c'est George Pendle. Voilà. Donc je voulais prendre cette biographie, parce que du coup ce n'est pas une autobiographie, mais une biographie. C'est la vie de quelqu'un. Et je voulais prendre cette biographie pour vous montrer justement la différence entre une autobiographie et une biographie. Et puis en plus, j'aime bien le texte. La question dans chacun des extraits, comment les personnages présentent-ils leur naissance, en fait, je n'y ai pas pensé, je m'excuse, mais justement, on y a déjà répondu dans le tableau, donc en fait, cette partie-là ne sert à rien, vous pouvez faire une croix. Puisque après, on va passer à un autre chapitre, à savoir l'œuvre intégrale. Puisque nous allons étudier l'œuvre d'Anne Frank au travers de plusieurs textes. Et nous allons donc comprendre justement comment Anne Frank nous parle d'elle, de ce devenir soi justement, et comment est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé durant l'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais ça, ce sera pour soit un prochain épisode, soit en présentiel. Voilà, un peu de mystère. Ouais. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.